Bonjour les 3e A. Eh bien, aujourd'hui, donc, on corrige le texte que je vous avais donné à travailler vendredi dernier. Un extrait de Candide ou l'optimisme de Voltaire, donc un texte du XVIIIe siècle. Voltaire, on en avait déjà parlé, mais c'est un philosophe des Lumières. Et là, notamment, Candide, c'est un conte, ce qu'on appelle un conte philosophique. Donc Voltaire a écrit beaucoup de textes d'un petit peu toutes les sortes, tous les genres littéraires, enfin presque tous. On en avait parlé quand on avait travaillé sur Rousseau, parce que c'est la même époque, ils étaient tous les deux philosophes et ils ne pouvaient pas se voir. Donc on en avait parlé, puisqu'en fait c'est un petit peu comment dire, leur animosité, leur haine réciproque, qui avait pas mal alimenté leurs œuvres, puisqu'ils se répondaient, et donc ça les incitait à travailler toujours un petit peu plus. Ici, dans le texte de Candide, alors je vous refais un petit peu le topo de l'œuvre. Alors vous aviez quand même un petit préambule, mais justement, je vais repréciser quand même, parce qu'on vous parle des voyages, des voyages et puis de tout ce que découvre Candide au fur et à mesure. Candide, s'il s'appelle comme ça, c'est justement parce que, alors c'est du nom de ce personnage que vient le mot. Ça veut dire quelqu'un qui est candide, c'est quelqu'un qui est d'une extrême naïveté. Et c'est vraiment ce qui caractérise ce personnage de Voltaire. Il a grandi dans un château complètement coupé du monde, très privilégié. Et finalement, il va se retrouver expulsé de ce château en étant à peine adulte, en étant même un jeune homme. Et il va devoir se débrouiller tout seul. Et donc, il va être confronté à la réalité du monde qu'il ne connaît pas. Il va devoir se débrouiller pour s'en sortir, et puis surtout il va découvrir au fur et à mesure de ses voyages la réalité qu'il ne connaissait pas, et il va voir tout ça avec un œil nouveau, puisque justement c'est de là que vient sa grande naïveté, c'est qu'il cherche à comprendre tout ce qu'il voit, et il y a beaucoup de choses qu'il a justement du mal à comprendre et du mal à accepter. Et c'est ça qui fait justement tout l'intérêt de ce personnage. C'est pour ça que Voltaire s'en sert pour dénoncer tout un tas de choses, tout un tas d'incohérences et d'injustices du monde du XVIIIe siècle, de son contexte contemporain. Alors dans ce texte-là, il arrive, donc il est en Amérique du Sud. Il est à la recherche de l'Eldorado, ce qui est considéré comme le lieu où tout serait facile et où on serait promis à une richesse excessive. C'est un terme qui est dans le langage courant. Quand on parle de l'Eldorado, c'est un petit peu comme si on trouvait le paradis sur Terre. Donc dans ce texte-là, justement, Candide est à la recherche de l'Eldorado. Et sur ce trajet, il va tomber sur cet esclave qui est assis au bord de la route, et il va entamer une conversation avec lui, puisque c'est aussi la caractéristique du personnage, c'est que justement il veut tout connaître et tout comprendre, donc il s'intéresse à tout. Vous avez vu dans le déroulement du texte que l'esclave va détailler les conditions dans lesquels il vit, dans lesquels il est exploité, ce que lui a l'air de trouver normal, puisque c'est comme ça justement qu'il a l'habitude de vivre. Il s'en plaint pas plus que ça, et pourtant justement Candide va en être choqué. Et évidemment le but de Voltaire, c'est de nous faire réfléchir, et surtout de faire réfléchir, enfin ça marche encore aujourd'hui, mais son lecteur, donc du XVIIIe siècle, à cette réalité qu'il a tendance un petit peu à ne pas vouloir voir à sa juste mesure. Les questions que vous aviez à traiter sont les suivantes. Donc, dans quel état se trouve l'esclave et pourquoi? Montre à l'aide de 2 indices que Candide, au début de la rencontre, semble supérieur à l'esclave. Alors, la correction, je vous l'ai envoyée pour ceux qui ont travaillé sur les questions de préparation sur Cuisinière. Donc, je vous ai envoyé la correction. Je vais la remettre en pièce jointe de ce cours.
et je vais vous la remontrer tout de suite. Donc justement, on voit bien évidemment que l'esclave est dans un état critique. Alors il est quasiment nu, mais surtout il est mutilé. Il lui manque 2 membres, hein, une main et une jambe. Et il explique que c'est normal, puisque c'est comme ça que les esclaves sont punis lorsqu'ils ont cherché soit à voler, soit à s'enfuir. Et ça a été son cas. Et donc, il lui manque une main et une jambe. Au début de l'extrait, Candide semble supérieur à l'esclave, hein, pour 2 raisons. Déjà parce qu'il est debout, et aussi parce que, alors que l'esclave est allongé, et aussi parce que dans le dialogue qui s'instaure entre eux, Candide tutoie directement l'esclave, alors que lui le vouvoie et lui répond en l'appelant monsieur. Donc ça montre une sorte de supériorité, évidemment, déjà parce que Candide est blanc, et parce que l'esclave a l'habitude d'être inférieur à tout le monde et de devoir montrer du respect à tout le monde. Donc je reprends au fur et à mesure la correction, mais vous l'avez et il y a, je pense, rien de très compliqué. Le maître de l'esclave, il s'appelle Monsieur Vanderdendur. Alors évidemment, on cherche à imiter une sonorité hollandaise, puisqu'on est en fait dans une colonie hollandaise à ce moment-là. Mais bien évidemment que ce nom-là, il veut dire vendeur à la dent dure. C'est pour souligner le caractère cruel du négociant, hein, qui exploite cet esclave-là, et donc plein d'autres. On est dans l'exploitation de la canne à sucre, et pour ce faire, c'est aussi l'exploitation des esclaves noirs qui sont amenés d'Afrique. Alors l'adjectif fameux a un double sens, mais comme on peut l'utiliser aujourd'hui, hein, il y a un côté valorisant, puisque c'est illustre, célèbre, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, dans ce cas-là, de mélioratif, connu en fait, tout simplement, hein, fameux comme connu. Mais c'est aussi dépréciatif, parce que là, donc péjoratif, parce qu'il est utilisé avec de l'ironie, hein. Ici, c'est justement le procédé de l'antiphrase, c'est fameux, mais dans le mauvais sens du terme. Ce qui rend Vanderdendur célèbre, c'est sa cruauté. Le champ lexical de la religion, évidemment, est très très présent, puisque au XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la société. Mais là, vous allez voir, et c'était déjà le cas un peu avec Rousseau, mais c'est encore bien plus marqué chez Voltaire, il y a une critique quasiment, alors pas directe, mais pas loin de la religion. Hein, puisque ici vous voyez justement que les représentants de la religion sont complices de l'esclavage, puisque justement il n'y a pas de dénonciation, donc c'est comme s'ils cautionnaient cette exploitation d'autres hommes, et donc justement c'est une vision, c'est une façon de dénoncer le comportement des religieux. C'est le cas un peu tout au long de l'œuvre, pour tout un tas de raisons différentes, mais des choses qui effectivement étaient réelles au XVIIIe siècle. Donc je vous laisse regarder le détail, hein, de cette réponse. Ensuite, cette affirmation-là, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. C'est un peu le point d'orgue, hein, l'acmé de ce passage sur l'esclavage, puisque c'est l'esclave lui-même qui dit ça à Candide, mais bien évidemment qu'au-delà de s'adresser à Candide, ça s'adresse à n'importe quel lecteur européen à l'époque, mais encore aujourd'hui, pour qu'ils se rendent compte justement que, alors il y a dans la balance quelque chose de très déséquilibré, hein, c'est pour satisfaire un petit plaisir des Européens, surtout à cette époque-là, c'est nouveau, hein, donc d'avoir du sucre, de pouvoir sucrer leurs plats et leurs aliments, ça n'est pas à ce moment-là exploité en Europe, comme ça peut l'être éventuellement avec la betterave. Il y a beaucoup de sucre qui vient de la betterave, mais là on parle justement du sucre de la canne à sucre, qui est celui qu'on consomme majoritairement aujourd'hui encore.
Et là, justement, si les Européens peuvent consommer du sucre, c'est parce que en Amérique du Sud, il y a des esclaves qui travaillent la canne à sucre dans des conditions absolument atroces, inhumaines. Et donc justement, là, on a sous les yeux l'effet de cette exploitation. Alors, c'est des questions qui sont encore vraiment d'actualité. Alors, on peut normalement plus parler vraiment d'esclavagisme aujourd'hui, mais pour autant, il y a des conditions quelquefois qui s'en rapprochent vraiment, si ce n'est que il y a une rétribution financière, mais qui est dérisoire, c'est vraiment de l'exploitation pour tout un tas de choses. On pourrait faire le même discours aujourd'hui avec, par exemple, l'exploitation des enfants dans des usines chinoises là c'est plus large aujourd'hui, c'est pas seulement en Chine, mais par exemple pour qu'on puisse s'acheter des baskets, des bonnes baskets qui sont pas si chères que ça et du coup qui sont confectionnées par des enfants parfois, ou mieux des ouvrières, mais dans des conditions déplorables. C'est une dénonciation qui date du XVIIIe siècle, mais qui est encore vraiment d'actualité. Donc dans les lignes 13 et 14, le mot fortune est employé dans ces deux sens. On appelle ça une syllèpse quand... alors c'est pas tout à fait une syllèpse parce que ça apparaît à deux endroits différents. La syllèpse, c'est quand vraiment on utilise les deux sens d'un mot dans la même expression. Ligne 12, donc tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère, parce que ses parents ont vendu cet esclave lorsqu'il était encore enfant, contre une somme alors sans doute dérisoire, mais ça leur a quand même permis de gagner un petit peu d'argent. C'est comme ça, hein, justement, que les Européens sont allés chercher des esclaves en Afrique pour les exploiter dans les colonies. La ligne suivante, je ne sais pas, c'est l'esclave lui-même hein, qui dit « Je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne ». Et cette fois, il parle de fortune, là pour le coup avec les deux sens, mais et celui de bonheur aussi. Hein. La fortune, c'est ça, quand on parle de la roue de la fortune, au départ, c'est la roue qui doit porter chance. Là, ce que ça montre, c'est justement que argent et bonheur, visiblement, ne vont pas ensemble. Hein. En tout cas, pas pour les mêmes personnes. Ensuite, l'expression « les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous », on a une énumération, hein, même il n'y en a que 3, mais c'est déjà un début d'énumération, qui montre que les Noirs sont nettement moins bien traités que ces animaux. Et c'est évidemment souligné par l'hyperbole « 1000 fois moins malheureux que nous ». Et puis tout ça, c'est dans le discours de l'esclave lui-même. Donc ça a d'autant plus de poids. Au final, on remarque que dans cet extrait, c'est l'esclave qui parle le plus, hein, puisqu'il répond à Candide en développant une vraie argumentation. Il lui donne beaucoup d'informations sur sa condition, puisque Candide l'interroge, hein, lui demande des précisions, il lui donne. Et ça, c'est très inhabituel à cette époque-là, puisque les esclaves, évidemment, ne sont pas autorisés à s'exprimer. Mais dans ce texte-là, Voltaire donne la parole à cet esclave. Alors, ce que vous avez dans ce texte, donc là vous avez la correction des questions, mais on va s'en servir évidemment pour le cours. Ce que vous avez dans ce texte-là, c'est ce qu'on appelle de l'argumentation indirecte. Alors la petite explication pour reprendre tout ça, on va la noter ici, mais avant, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'argumentation indirecte, donc vous pouvez prendre une nouvelle feuille. Je vous avais dit, hein, argumentation directe, c'est un débat argumentatif qui va être abordé de front. Un discours, un débat, un essai, une dissertation, etc. L'argumentation indirecte, c'est quand on va aborder le débat de façon détournée. Et les 3/4 du temps, ça va être justement par un récit, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire pour, au final, en tirer un raisonnement argumentatif, une sorte de conclusion. Vous connaissez des textes qui fonctionnent comme ça. C'est le cas
des contes philosophiques, comme Candide, mais bien évidemment, c'est le cas aussi des fables, que vous connaissez sans doute mieux. C'est-à-dire que, alors on en parlera dans la prochaine séance, enfin, dans un prochain cours, mais ça sera toujours dans la séance 3, La Fontaine raconte les histoires des animaux, mais bien évidemment, c'est pour en tirer une argumentation, et souvent une dénonciation, de la société contemporaine, donc pour La Fontaine, c'est la cour du roi, etc. Ces récits-là, donc les contes, les fables, etc., tout ce qui est justement une histoire qui en fait sert à une dénonciation, à apporter une argumentation, on appelle ça des apologues. C'est vraiment l'exemple typique de l'argumentation indirecte. Et c'est ce que je vous disais dans les stratégies argumentatives. On peut aborder les choses de front, directement, mais bien souvent ensuite, ça va être de façon détournée qu'on sera le plus efficace. Tout simplement, on le voit avec le texte. Alors, je vous laisse, vous mettez pause, vous notez ces premières lignes-là. Et puis, on reprend justement. Alors, vous avez la correction, vous voyez par rapport aux questions que vous aviez traitées, ce que vous avez à rajouter. Dans le cours, on va mettre une petite synthèse sur cet extrait-là de Candide. Premier exemple d'une argumentation indirecte, donc le nègre de Suriname, c'est un chapitre dans Candide de Voltaire. Dans cet extrait, Voltaire dénonce de façon indirecte l'injustice et l'horreur de l'esclavage. C'est d'ailleurs un discours qui est quand même assez nouveau à cette époque-là, parce que pour le coup, l'esclavage est considéré comme relativement normal, ça choque pas grand monde. Voltaire est un des premiers justement à s'élever contre cette pratique-là et à la dénoncer. Pour faire ça, il passe par le personnage de Candide. Justement parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Candide est tellement naïf qu'il s'étonne de ce qu'il voit, alors que ce qu'il voit, tout le monde est déjà au courant et trouve ça normal. Lui, comme il découvre ces pratiques-là, il est horrifié. Et c'est comme ça que Voltaire fait passer son message. Du coup, c'est sûrement beaucoup plus efficace que s'il avait fait une dénonciation directe. Alors Voltaire, par moment, utilise l'argumentation directe, mais dans ce conte, c'est un apologue, donc c'est toujours de l'argumentation indirecte. Dans ce chapitre où il dénonce l'esclavage, s'il avait fait une sorte de discours ou un traité direct, ça aurait eu des allures d'une leçon donnée à ses contemporains. Et donc, ça aurait eu beaucoup moins de portée, beaucoup moins de poids, parce que on se serait offusqué en disant « mais enfin, qui est-ce qu'il est pour donner des leçons sans doute qu'il consomme du sucre lui aussi, par exemple, et donc il n'est pas le mieux placé pour critiquer tout ça. » Là, du coup, Voltaire, on l'entend jamais. C'est jamais lui qui prend directement la parole pour dire ce qu'il en pense. Simplement, il raconte cette histoire et c'est au lecteur d'en tirer la conclusion. Et du coup, il y arrive tout seul à cette conclusion, le lecteur. Donc, c'est un peu sa réflexion, évidemment, qui est guidée par Voltaire, mais c'est lui qui arrive à la conclusion que l'esclavage est inhumain, qu'on ne peut pas traiter ainsi un peuple juste pour le confort des Européens. Ici, avec cet exemple, justement, du sucre. Donc ça, c'est la pratique de l'apologue. Je vais assez vite sur cet exemple-là parce que c'est des choses que vous retravaillerez évidemment au lycée, mais vous êtes déjà tout à fait en mesure de comprendre comment ça fonctionne et de voir que ça peut parfois être beaucoup plus efficace parce que justement, on ne donne pas une leçon directement, mais on raconte une histoire qui amène à réfléchir et donc qui indirectement pose finalement la même dénonciation, mais de façon plus subtile, on pourrait dire. Donc je vous le disais, c'est le cas aussi des fables, et c'est le prochain texte que je vais vous demander de travailler. C'est dans votre manuel, alors je vais le récupérer ici, à la page 76-77. C'est une fable de La Fontaine.
qui s'appelle Les animaux malades de la peste. Et alors je vous laisserai travailler là-dessus, mais vous allez voir qu'on pourrait peut-être faire quelques parallèles avec la situation qu'on vit aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce texte-là. Donc dans votre cours à la suite, vous pouvez vous tracer un petit trait au crayon de papier et puis vous marquez La Fontaine, fable, les animaux malades de la peste. Donc vous lisez ce texte-là et puis je vous demanderai de travailler les questions. Alors pas toutes, vous allez laisser les 4 premières de côté et vous travaillez les dernières, 5 à 11, ainsi que le bilan qui est au-dessus. Alors le bilan, si vous voulez, vous pouvez le travailler simplement à l'oral, enfin dans votre tête. Mais logiquement, si vous avez travaillé correctement sur les questions 5 à 11, ça doit venir tout seul. Vous essayez quand même de vous appliquer à rédiger des réponses complètes avec une petite argumentation, c'est-à-dire à approfondir et justifier vos réponses. Et puis ces questions, elles sont quand même bien guidées, donc ça doit vous aider. Si vous pouvez, si vous avez le temps, lisez quand même les premières questions, parce que elles sont là aussi pour vous aider à bien comprendre le texte. Mais celle que je vous demande de travailler à l'écrit dans votre cours, au crayon de papier, c'est les questions 5 à 11, et ensuite vous réfléchissez aux 2 questions bilan ici. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc je vous apporterai la correction de ce travail-là. Et puis on commencera le travail sur une autre forme d'apologue, pour le coup qu'on travaillera en lecture intégrale, parce que c'est un texte assez court, donc je pourrais vous le faire parvenir. Et on travaillera plus en détail sur cette lecture-là. D'ici là, donc travaillez bien sur la fable de La Fontaine, et ensuite je vous souhaite un très bon week-end allongé. Alors allongé, pas couché, mais un week-end plus long, d'autant plus qu'ils annoncent du beau temps, donc profitez-en, et on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Bonne journée!